bah ça change. Bonjour à tous et bienvenue sur ma première critique de film sur le Château dans le ciel, le premier Miyazaki que j'ai vu. Du coup, souvenir d'enfance. Ah, et Mayolek a aussi fait une vidéo dessus que je vous conseille de voir, elle est pas mal. Avant de commencer à parler du film, il faut, si vous ne l'avez pas vu, qu'on parle des voyages de Gulliver. En effet, La Pluta est le troisième voyage. Il faut d'abord que je vous parle du livre et du sens du livre. La première édition du livre de Jonathan Swift est sortie en 1927 et chaque voyage est pour Swift un moyen de se moquer de personnes ou de systèmes politiques. Et dans La Pluta, ce sont les savants et les musiciens qui sont ainsi les victimes du livre. Dès le chapitre 2, il rencontre les Laputiens et déjà le ton est posé. Quand il les voit, il constate que ils inclinent la tête des deux côtés, un œil tourné vers l'intérieur, l'autre tourné vers le zénith. Ils sont accompagnés de pages appelés les frappeurs, qui sont chargés de frapper avec une vessie, pas l'organe, hein, une sorte de sac. D'abord la bouche de celui qui va parler, puis celle de leur interlocuteur, pour les sortir de leurs réflexions. Ils doivent accompagner les hommes, les femmes n'en ont pas, n'importe où, et éviter que, plongés dans leurs réflexions, les hommes n'aillent se cogner dans des poteaux ou tombent de falaises. Je vous laisse imaginer la scène. Je vais vous lire en entier plusieurs passages qui à eux seuls résument tout de ce peuple. Leurs idées s'expriment invariablement sous forme de lignes et de figures. Qui veuillent louer la beauté d'une femme ou de tout animal, ils le décriront par le truchement de rhomboïdes, de cercles, de parallélogrammes, d'ellipses et autres termes géométriques, ou par des termes techniques tirés de la musique qu'il est inutile de répéter. Bien qu'ils soient assez habiles sur le papier, dans l'usage de la règle, du crayon, du compas à pointe sèche, je n'ai jamais vu, dans les actes et comportements ordinaires de la vie, peuple plus maladroit, gauche et malhabile, ni si lent et confus dans toute question sauf mathématiques et musicales. Ce sont de très mauvais logiciens, véhémentement enclins à la contradiction, à moins qu'ils ne soient dans le vrai, ce qui leur arrive rarement. Avec l'imagination, la fantaisie et l'inventivité, ils n'ont rien de commun, et leur langue ne renferme aucun mot grâce à quoi exprimer ses idées. Tout l'empan de leur pensée et de leur esprit est contenu dans les deux sciences mentionnées ci-dessus. Pour le dernier passage, il faut qu'on quitte l'île pour aller sur Terre et que je vous parle de l'Académie des sciences. Parce que oui, dans leur pays, il y a des académies. En voici le contexte. Depuis 40 ans, des gens étaient montés sur la Pluta, on était revenus avec de faibles notions de maths, se mirent à critiquer la façon dont les affaires étaient traitées dans le pays. Ils demandèrent une autorisation du roi pour créer une académie à Lagado, la capitale du pays, pour tout mettre sur un pied neuf. Très vite, de nombreuses académies dans toutes les villes furent créées. Génial, non? Non, malheureusement. Car voici le dernier extrait. Dans ces collèges, on vit les professeurs inventer de nouvelles règles et méthodes d'agriculture et de construction, de nouveaux instruments et outils pour tous les arts et manufactures, grâce auxquels un seul homme pourrait accomplir le travail de 10. Un palais serait construit en une semaine, en matériaux si durables qu'il serait quasi éternel sans avoir besoin à être entretenu. Tous les fruits de la terre viendraient à mûrir par n'importe quelle saison et les récoltes seraient 100 fois plus abondantes et 1000 autres projets mirifiques. L'ennui, c'est qu'aucun d'eux n'a atteint la perfection. En attendant, toute la campagne est dévastée, les maisons sont en ruine et le peuple privé de nourriture et de vêtements. Bon, ça pouvait vous sembler rébarbatif tous ces extraits, mais c'était pour vous poser le contexte et instaurer une base pour juger du reste du film. Et encore, il va y en avoir d'autres des extraits. Ouais, mais un film doit être jugé pour lui-même. Alors déjà, l'île s'appelle La Pluta, il aurait pu choisir un autre nom pour son île, et ensuite...
Regarde, dans les voyages de Gulliver, Swift a décrit un pays imaginaire, une île volante qui s'appelle Laputa. C'est mon père qui a fait ce dessin. Il disait que dans ce palais abandonné, dormaient des trésors inimaginables. Donc le film met bien point sur les i que le Laputa du livre est bien le Laputa du film. Ouais, mais justement, il commence d'abord par dire ça, puis après il dit qu'ils ont des trésors, ce qui n'est pas dans le livre. Donc tu vois bien que ce n'est pas la même chose. Oui, mais justement, il parle bien du livre. Vu comme c'est parti, il n'avait pas besoin de le dire. Donc puisqu'il parle du livre, il dit bien que c'est la même chose. Sauf qu'à l'instant d'après, il parle et il nous dit exactement le contraire, à savoir qu'ils ont des trésors, ce qui n'est pas dans le livre. Donc il y a une incohérence, pas seulement dans cette scène, mais aussi dans tout le film. Donc je vais juger si c'est fidèle par rapport au livre. Ouais, mais si tu fais ça, il faut que tu le fasses à chaque fois qu'un film dit clairement qu'il vient d'un livre. T'inquiète, ça va se faire, ça va se faire. Pour continuer à parler des inspirations, il faut que je vous dise que l'équipe du film a tourné en Grande-Bretagne et s'est inspirée de la première révolution industrielle. Miyazaki est resté au pays de Galles juste après la grève des mineurs britanniques de 1984 à 1985. Une chose qui l'a touché, ainsi que le producteur Isao Takahata, c'est le fait que les mineurs s'unissent alors qu'ils sont en voie de disparition. Les usines sont là, mais plus les ouvriers. C'est ce contexte qui va marquer tout le film, ainsi que dans tout le générique, l'emploi d'une technologie, un style rétro-futuriste entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Parmi les autres inspirations, on trouve le manga Sabaku no Mao, le génie du désert pour la pierre, ainsi que la série Nadia et le secret de l'eau bleue, l'animé Lupin 3 pour le robot, ainsi que également pour le robot Le Roi et l'Oiseau. Tout ça, ces inspirations, je les ai trouvées en feuilletant ce livre, l'œuvre de Hayao Miyazaki. Franchement, lisez-le, c'est génial. Euh, alors, si ce n'est, il faut aussi que je vous dise que, mis à part Le Roi et l'Oiseau, que j'ai vu une seule fois, tous les autres sont inconnus au bataillon. Donc si je les cite, c'est vraiment uniquement pour l'anecdote. L'inspiration des mineurs, on la trouve également dans la scène assez hilarante pour moi, où les mineurs cachent les enfants des pirates. Et déjà, dès le générique de début, on sent déjà ses influences, avec des machines volantes au design super originaux, allant toujours plus loin et évoluant à chaque scène, allant de bateaux volants à de véritables îles volantes. Mais cela pose un problème vis-à-vis du livre. En effet, l'île est censée être la demeure du roi. De plus, même s'ils sont arrivés à créer l'île, ce qui est bizarre, quand on y réfléchit, je veux dire, le sens du livre est que tout ce qu'ils essaient de créer ne marche pas et que tout comporte des erreurs de calcul. Du coup, comment ils ont fait pour construire l'île? Dans ce cas, c'est pas très logique. En plus, du fait des académies, le pays est à la ruine. Du coup, voir tous ces engins volants, cette civilisation qui a l'air super prospère, on sent vraiment que Miyazaki n'a gardé que le concept de l'île. D'autant que lorsqu'il a commencé l'écriture, il ne se souvenait plus du nom de l'île et c'est sa femme qui a dû le retrouver le nom en feuilletant dans une encyclopédie. Donc, l'histoire suivra Shiita, une fermière venant de la vallée de Gondowa, et Pazu, un garçon mineur assez doué en mécanique et pour pouvoir tomber partout sans se casser quelque chose. Regarde bien! Pourquoi pas? C'est un don comme un autre. Un don que j'aimerais bien avoir des fois. Alors, comment vous résumez la situation de départ?
Ah bah c'est très simple. La situation de départ, c'est la meilleure partie d'une blague. Et vous savez ce que c'est, la meilleure partie d'une blague? On n'aura jamais cette pierre. La chute. Et c'est ainsi que démarre une amitié assez touchante entre les deux. Pazu va lui raconter que son père a vu la Piuta, qu'il a pris en photo, mais que personne ne l'a cru et qu'il en est mort. Chose étrange, vu qu'il a une photo, donc une preuve matérielle. Mais bon. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un petit peu l'impression que Atlantide, l'Empire perdu, s'en est inspiré. Tous ces bouffons du muséum qui lui ont savonné la planche, ils en ont fait la risée de tous. Le pauvre homme en est mort de chagrin. Ouais. Non, je crois qu'il n'y a aucun rapport. Mhm. Et Pazu espère prouver que son père a raison et que l'île existe. Dans l'histoire, les enfants seront pris non pas entre deux, mais entre trois feux. D'abord par les pirates, commandés par Dora, une femme forte, super badass. Mettez le paquet, les gars, allez, mettez toute la gomme, il faut nous sortir de là. Vous allez voir ce que c'est qu'une femme, les garçons, allez, banzai. Et ses fils, de vrais gamins. Génial. Plus besoin de faire la lessive et le ménage. Eh, t'oublies la vaisselle. Aux légères tendances pédophiles. Joli. Ah, le Japon, ses paysages, sa culture, ses personnages pédophiles. Joli. Puis par des militaires, et enfin par ces hommes aux lunettes noires, au service du gouvernement, commandé par le vrai méchant du film, le colonel Muska. Tous veulent avoir le cristal que Shita a. Un cristal de pierre volante. Il paraît même qu'autrefois, seuls les habitants de la Piuta savaient transformer cette pierre en cristal. Ce cristal possède un pouvoir prodigieux. Croisons l'expérience d'un vieil homme qui a passé toute sa vie à écouter les pierres. Une roche aussi puissante peut faire le bonheur de celui qui la possède, mais elle peut aussi semer le malheur et le désespoir. Oui. Surtout les pierres polies par la main de l'homme. Cette pierre, outre qu'elle puisse faire léviter, elle permet de mener jusqu'à la Piuta, mais seul Shita connaît la formule qui pourrait l'activer. Parmi les militaires, le seul personnage vraiment défini, les autres sont des figurants, c'est le général de la base, qui est un imbécile et représente le stéréotype de ces militaires bêtes et méchants des dessins animés. Oh, si on avait immobilisé l'armée plus tôt, Dora n'aurait jamais eu l'occasion d'intervenir. Que l'andouille pour qu'il se prenne ses plans bêtes. Cependant, dans le bouquin Les Voyages de Gulliver, il va sur l'une des îles du royaume, Glubdubdrib, à vos souhaits, une île où il y a de la magie et où on peut invoquer les morts. Comment ça se fait pourquoi il a mis ça dans son livre, Swift? Puis le nom, c'était quoi le truc? C'est quoi l'idée? Il a mis la tête dans l'eau, il a mis tel quel la première chose qu'il entendait quand il essayait de parler dans l'eau ou quoi? Oui, c'est assez fréquent comme technique d'écriture. Si on veut écrire des noms originaux, il n'y a rien de tel. Moi-même, je le fais assez fréquemment. Ah. Voilà, alors donc j'ai entendu, ça fait un truc genre oh la beurre, laga, voilà, ça... Voilà comment on écrit un autre personnage. Bref, en rencontrant des tas de célébrités, et parmi les personnes récentes qu'il rencontre, il en apprend sur la société de son époque. Et là, je dois mettre un autre extrait du livre. Ce fut surtout l'histoire moderne qui me dégoûta.
je découvris que le monde avait été abusé par des écrivains prostitués, persuadés d'attribuer les plus grands exploits aux lâches, la sagesse la plus infinie aux imbéciles, la sincérité aux flatteurs. Combien de bandits ont été élevés aux plus hautes places, parés de confiance, de puissance, de dignité et d'argent. Donc, même si c'est involontaire, on peut retrouver cette thématique dans le général et dans Mouska. Le film racontera donc comment, malgré toutes les poursuites, les deux enfants sont ainsi pris dans cette histoire de chasse au trésor et dont les enjeux vont aller bien plus loin que ce qu'ils imaginaient. L'un des passages où pour moi je trouve que ça se manifeste le plus, c'est quand, malgré toutes les poursuites, les enfants sont capturés dans la base du général et où Pachita se souvient d'une formule magique de son enfance, ce qui va réactiver un soldat robot tombé du ciel qui, même s'il peut tout détruire, ne lui veut pas de mal, mais il veut juste la protéger. Et là, je vous mets en entier ma scène préférée de tout le film. Il a bougé! Là, c'est sûr que niveau enjeu, c'est légèrement différent par rapport aux scènes légères du début du film. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je tenais à vous montrer cette scène en entier. Parce que à partir de ce moment-là, on se rend compte, on passe vraiment un énorme cap au niveau des enjeux. Parce que là, on est maintenant quasiment dans un contexte de guerre. Juste avant, on pensait, comme Mouska nous le disait, Je comprends. Tu t'imagines sans doute que la Piuta ressemble à l'île au trésor. mais là, on se rend compte que l'île est potentiellement dangereuse.